Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro d'À Cœur Ouvert. Aujourd'hui, nous allons parler d'une figure emblématique du showbiz au Congo-Brazzaville. S'il fallait le définir par une citation, je dirais tout simplement que la réussite, le succès est une marche, un marathon certainement. De qui s'agit-il? Il s'agit tout simplement de Jean-Fernand Loïc Djembo. On va parler de tout. Ses débuts, sa vie privée au-delà des apparences, sa carrière de près de 10 ans de présence. Dans ce document, c'est le Mouad, Michael Mood, Ancien Bangui, messieurs, dames, Loïc Djembo, à cœur ouvert. Bonjour Loïc Djembo. Bonjour Célius Cole, bonjour à cœur ouvert. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Est-ce que vous êtes prêt à nous ouvrir votre cœur? Bien sûr. C'est un plaisir. Alors on va commencer donc, avec la première question. Juriste, artiste, journaliste, promoteur culturel, maître de cérémonie, community manager, CEO du groupe GFL Industrie. Est-ce que j'ai bien défini Loïc Djembo? Oui, avec les 3 points de suspension. 3 points de suspension. Oui, C'est ça Loïc Djembo? exactement. Est-ce que c'est une seule personne ou bien c'est plusieurs personnes? Parce qu'on se dit, avec un seul cerveau, c'est quand même un peu énorme. Oui, c'est une seule personne. Et d'ailleurs, après, on n'est pas nombreux, oui, c'est vrai, mais quand on remonte un peu le temps, on s'aperçoit que des gens comme Maestro Leonardo da Vinci, arrivaient à faire énormément de choses en étant mathématicien, en étant philosophe, en étant peintre. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire, travailler à cerveau total. Merci. On va revenir au début, après notamment l'obtention de ton baccalauréat en 2009. Tu t'envoles pour la Tunisie, séjour universitaire sanctionné d'une licence en droit privé. C'est pendant ces moments-là que tu as commencé avec la musique? Oui, pour être honnête, j'avais acheté ma guitare, la première en 2007, mais c'était les genres de guitare artisanale, là. Mais commencer véritablement la musique, oui, c'est quand je suis arrivé en Tunisie, j'ai commencé par le beatmaking. Ouais. Donc après, tu rentres sur Pointe-Noire. Après, je rentre à Brazzaville parce que je vais continuer le master à Marien-Ngouabi, donc 2013, 2014 pour le M1, le M2, et à Pointe-Noire à partir de 2016. D'accord. En 2012, tu rentres au Congo, donc tu étais en Afrique du Sud. Tu rentres au Congo. Donc, enfin, tu essaies de trouver un stage finalement. C'est dans le secteur de l'audiovisuel que tu arrives à trouver un emploi. Oui, parce que quand je rentre en 2012, déjà, c'est pas que j'étais pour ne pas rentrer, je voulais bien rentrer, mais je voulais finir mon master en Tunisie. Il s'est fait qu'il y a eu la révolution tunisienne et qu'on avait perdu l'agrément à notre faculté, ce qui fait qu'on devait aller soit en France, soit au pays pour ceux qui aiment bien la patrie. Moi, comme je suis un patriote, j'ai choisi de rentrer. Et donc en 2012, oui, j'ai cherché, je ne trouvais pas de boulot dans le droit. Et contre toute attente, c'est dans le milieu des médias que j'ai trouvé mon premier boulot. Donc, tu commences à Top TV, Oui. après une émission avortée. C'est à Équateur Service Télévision que tu te retrouves à piloter une émission quotidienne, en direct. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Aussi simplement que ça. Je commence donc en 2013 à Top TV. L'émission est avortée parce que, bon, c'est très difficile, surtout à cette époque-là, de se trouver une place en tant que présentateur à la télévision. Il y a beaucoup de jalousie, des jeunes qui arrivent, qui essayent de faire leur boss. Mais à ESTV, on m'a donné ma chance. Le feu Alain Chungu, maître d'énormément de journalistes de ce pays, m'a donné ma chance et m'a donné une émission à piloter. Midi a sonné, je faisais du lundi au vendredi de 12h à 13h. Voilà, c'est ça. En revenant de l'Afrique du Sud, tu crées une autre émission, Music System. Comment tu arrives à réaliser ce projet? Parce qu'évidemment, quand tu es en Afrique du Sud, tu arrives encore à apprendre beaucoup de choses. Oui. Le métier de la communication, tu rentres en profondeur. Dès que tu reviens, tu te dis il fallait créer un projet, Music System. Oui, c'est donc en 2013, je commence. ESTV Midi a sonné 2014.
Il s'est fait que comme je continuais à chercher un boulot, je ne trouvais pas. Finalement, je trouve un stage à la Banque centrale. Et il y a une jeune dame qui était directrice juridique à la Banque centrale, qui était assez jeune comme moi. Elle me dit, ah, mais écoute, si tu sais parler anglais ou si tu sais parler arabe, il y a un bon poste, donc fais un test. Et puis, tu pourrais avoir un poste à la Banque centrale. Malheureusement pour moi, je savais parler ni arabe, pourtant j'avais fait 3 ans en Tunisie, et ni l'anglais, ce qui m'a poussé donc à aller en Afrique du Sud. Et c'est de là que je me suis découvert une véritable passion pour la communication, parce que j'ai vu comment réaliser des films là-bas. C'était vraiment impressionnant tout le matériel qu'ils mettaient en place pour réaliser des émissions, pour réaliser des films. Et donc, quand je suis revenu, je me suis dit, il faut que je me lance effectivement dans la communication, avec donc Music System, qui était mon premier bébé. Alors, c'était quoi exactement Music System dans tout son synopsis Music System, c'était une production, grosse production, mais avec un petit budget, où on recevait à cette époque-là les acteurs culturels. Donc, artistes, chanteurs, producteurs, réalisateurs, toutes ces personnes qui avaient déjà marqué le monde culturel de leur empreinte. On les recevait, c'était autour d'un public. J'avais fait fabriquer des gradins, un peu comme j'avais vu en Afrique du Sud, pas avec les mêmes moyens, mais en tout cas avec les moyens du bord. J'ai demandé à un menuisier de me faire ça, c'était assez sympathique. C'était des gradins, le public payait 1000 francs et s'asseyait autour. Et on a fait 4 numéros avec, en Bedin Musique, à cette époque, tout feu, tout flamme. Le groupe A6, réuni, pas séparé, et avec Trésor Mvoula, et puis Didier Migoan. Donc on a pu tourner 4 numéros qui sont passés à ESTV et aussi simultanément à Pointe-Noire, grâce à un partenaire, Fabrice Nguenia, qui nous avait prêté 100 000 francs, je me rappelle à l'époque, c'était beaucoup d'argent. Il nous avait aidé il avait sponsorisé l'émission. C'est un frère à qui je continuerai de dire merci. Voilà. Alors, en 2016, tu reviens à Pointe-Noire. À Pointe-Noire, et tu te retrouves à la télévision pour tous avec Priscilla Ngakoso de l'émission Chrono Matinal. Oui. Et donc, je me retrouve, donc, avant de me retrouver à ATPT, à Chrono Matinal, à la base, pour moi, je ne voulais plus faire de la télé parce que je faisais de la télé depuis 2013. Donc, à 2016, ça devait faire 14, 15, 16, ça devait faire déjà 3 ans. Malgré que je faisais des productions, je ne me retrouvais pas financièrement et donc j'avais décidé de lâcher un peu prise et de me concentrer sur la communication. Je travaillais à Icon Prod et donc Icon Prod, c'était une agence de communication. J'étais le MC et puis je proposais des idées aussi pour des productions parce que Icon, c'était la maison de production d'RTL pour tout ce qui était événementiel. On a eu à faire RTL Tour jusqu'à Dolisie, etc. Donc si je reviens à Pointe-Noire en 2016, parce qu'à la base je suis pantonéga, ce n'est pas pour faire de la télévision, c'est parce que mon père était décédé. Et donc, du coup, étant fils unique et avec autour beaucoup de femmes, donc il était question pour moi que je rentre et puis que je m'installe. Et voilà ce que j'ai fait. Et puis bon, comme on est culturel, ceux qui avaient repris la télévision à l'époque, c'était mon doyen Fortuna Ngolali avec qui on était à Brazzaville. Je l'avais aidé d'ailleurs à sélectionner certains animateurs pour qu'ils puissent venir avec eux ici à Pointe-Noire. Et donc, du coup, j'allais les rendre visite de temps en temps. Puis on me dit, bon, mais Loïc, puisque tu es là, bon, fais telle rubrique. Vas-y, je fais. Après, du coup, le goût est revenu. Et je faisais cette rubrique-là avec Priscilla Ngakoso. Après Priscilla Ngakoso, tu te retrouves aux commandes de cette émission, mais cette fois-ci avec Ramata Kamara, Rams Queen. Oui. Ça se passe bien, audience extraordinaire, l'émission, on en parle dans toute la ville. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ce n'était pas prévu du tout, encore une fois. Donc, quand ça se termine, l'expérience avec Princilia, elle rentre à Brazzaville. Et moi, comme je suis installé à Pointe-Noire, je ne trouve toujours pas de boulot, malheureusement pour moi, dans le monde du droit. Et donc, ça fait que ATPT, on me rappelle, on me dit, on aimait bien ce que tu faisais avec Princilia, mais on veut que tu fasses la même chose. Cette fois-ci, on a une jeune dame qui faisait la télévision à Télé Pointe-Noire et qui est maintenant ici. Est-ce que tu peux l'aider, la coacher et faire peut-être avoir une belle émission? On a commencé timidement, mais dès le premier numéro, on a eu à péter tous les scores. Même pour nous, c'était une surprise, une très belle surprise. D'accord. En 2017, tu crées un festival de musique urbaine appelé le JFL Show, qui réunissait des millions de personnes dans un site, dans un lieu, et c'était des jeunes talents qui se révélaient. Oui. Comment est-ce que tu lances ce projet et comment ça se passe finalement? À la base, JFL Show, c'est d'où est venu Complexe Imeni. Pour ceux qui connaissent aujourd'hui Complexe Imeni en tant que média, bon, pour ceux qui sont de Pointe-Noire, normalement, je ne les apprends rien. Peut-être pour ceux qui sont d'ailleurs. Mais sinon, on crée donc Chrono Matinal. Il y a beaucoup d'audience. Et du coup, j'ai toujours dans l'idée de faire de la production
pour moi-même, donc de faire de la communication. Et donc, je crée une émission, le JFL Show, qui à la base n'était pas pour les jeunes talents. À la base, c'était Complexe Imeni. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des artistes qui viennent d'ailleurs, parce qu'à l'époque, déjà en 2017, c'était parce qu'on a aujourd'hui des influenceurs, des ambassadeurs. À l'époque, c'était des artistes qui venaient d'ailleurs et tous les artistes locaux étaient relégués au second plan, faire des levées de rideaux, etc. Donc, le projet du JFL Show, c'était de dire, on n'a pas besoin que les artistes d'ailleurs viennent nous bouffer nos marchés. On peut, nous, faire de gros événements avec les artistes locaux, d'où j'avais pris des amis, Mixstone, Nous Abraham et Steve de Laser, qui était à l'époque à Kamuzika. Donc, c'était eux le premier numéro du JFL Show. On l'avait tourné, j'avais quelques partenaires, dont Pajex Productions. Donc, on l'avait fait à Pajex. Ça s'était relevé être un gros échec parce qu'on avait produit pendant un mois. Il n'y avait pas énormément de monde. Et du coup, on a reformé le JFL Show de telle sorte que ça devienne pour les jeunes talents. Et c'est là que la chance nous a souri. On a commencé à tourner à RTL City. Et chaque dernier samedi du mois, on avait des milliers de personnes qui payaient leur ticket 500 et qui venaient assister à ce festival, comme vous dites. En 2018, tu te retrouves à Média Concept Radio-Télévision MCR TV avec l'animatrice Nénette Elmelia, une émission que tu présentes d'ailleurs seule aujourd'hui. Comment cette transition de TPT à MCR TV, chaîne rivale, justement, se passe et surtout pourquoi tu as quitté la télévision pour tous? À cœur ouvert, donc. Hein. Oui. À cœur ouvert. Bon, après, on ne va pas rentrer dans les détails parce que forcément, Pour ne pas frustrer. on va en frustrer certains. Le fait est que je n'étais pas aussi mature que je le suis aujourd'hui. La vérité est que je suis quelqu'un qui m'emporte assez facilement. Donc, il faut avouer qu'avec toute l'audience qu'on avait, on n'avait pas beaucoup de sagesse. Donc, même quand on avait raison, on avait une manière de le montrer qui forcément ne plaisait pas aux autres. Il était question pour les dirigeants de l'époque de changer le format de chrono matinal de telle sorte qu'on y insère du journal dedans. Et moi, je n'étais pas d'accord. Moi, en tant que présentateur phare de l'émission, je voulais garder ce qui faisait que les téléspectateurs aimaient l'émission, cette ambiance bon enfant, la musique, les challenges. Et eux, ils voulaient mettre à tout prix le journal comme rubrique. Et moi, je n'étais pas d'accord. Et du coup, on a dit, bah, si tu n'es pas d'accord, tu peux toutefois partir. Donc, j'ai choisi de partir. Et je ne suis pas allé tout de suite à MCR TV. Bakala Gildas, autrement dit Bacchus, El Maestro, qui est un de mes grands et aussi mentors, m'a appelé à Yakala et je faisais une émission à Yakala qui s'appelait Le Rendez-vous et qui était diffusée du lundi au vendredi de 18h à 22h. Ça m'a permis d'avoir une très belle expérience aussi de radio parce que c'était la première fois que j'en fais. Je l'ai fait pendant 3 mois et donc je pense, novembre à début janvier. Et donc, c'était de 18h à 22h. C'est là où j'ai découvert la difficulté de la radio parce que c'était 4 heures d'antenne du lundi au vendredi. Donc, j'ai maigri. Je faisais, je pense, 30 kilos à cette époque-là parce que c'était compliqué. J'avais quasiment pas de vie. Je rentrais à la radio à 17h. Quand je sortais de là, il était 22h30. Donc, on n'avait pas de vie. Et du coup, Nénette m'a proposé, m'a dit, bah, écoute, on est en train de chercher un chroniqueur ou un présentateur pour m'accompagner avec Génération 2.0. Je sais que c'est une émission que tu aimes bien. Est-ce que tu aimerais bien la faire avec moi? Et j'ai tout de suite sauté sur l'occasion parce que, bon, c'est vrai que j'aimais beaucoup la radio. Ça m'a permis de découvrir un nouveau public, les taximens, les chauffeurs de bus. Mais je suis un mec de télé. Donc, je suis allé à MCR, ce qui a fait de moi le transfert le plus cher de la télévision congolaise. Enfin, Neymar. Tout le monde en a parlé. Oui. C'était nous. Alors, on va revenir sur ta musique. Oui. De 2017 à aujourd'hui, on comprend que ta musique évolue de façon à ce qu'on comprend que le niveau, que ce soit dans la manière voilà, que ce soit dans les clips, en général, ça change. Il y a beaucoup plus de professionnalisme dans le talent, dans la voix aussi, parce qu'on retrouve une voix extraordinaire. Comment tu t'adaptes à tout ça? Donc, à la base, comme tu as dit, c'est depuis 2009 que j'ai véritablement commencé à aimer la musique. Je faisais de beatmaking, donc musique par ordinateur assisté. Et même quand je suis arrivé, quand je faisais la télévision,
tous mes amis savaient que j'étais un musicien dans l'âme parce que quand on avait des pauses, j'avais toujours ma guitare derrière, elle est toujours à côté de moi, elle n'est jamais loin, que ce soit à la télévision ou à la maison. Je grattais, je chantais un peu, ils se moquaient de moi, mais toi, voilà, tu n'es pas chanté. Mais après, moi, je m'en foutais, j'aimais bien chanter. Mais je ne le prenais pas sérieusement. Même quand je suis arrivé à Point Noir, je me suis dit, bon, je vais commencer à faire des clips quand même. Mais c'était surtout pour moi-même, pour me faire plaisir, parce que j'étais déjà connu pour être un présentateur télé. Mais au fur et à mesure du temps, à chaque fois que je sortais des morceaux, on me disait, je commençais à avoir une petite fanbase qui se développait, qui disait, ah, mais tu fais bien, mais pourquoi tu ne prends pas ta musique au sérieux? Pourquoi une fois tu fais un clip, tu attends une année après pour en faire un autre? Il faut être sérieux, il faut être sérieux, il faut être sérieux. Donc, plus on a avancé dans les années, et quand on est arrivé en 2021, je me suis dit, bon, je vais essayer de me mettre un peu plus sérieusement dans la musique. Donc, qui dit sérieusement travailler son timbre vocal, trouver un peu savoir un peu comment se vêtir. Donc, c'est peut-être le fait de le prendre assez professionnellement qui fait que ça change un peu et on espère que ça plaît à beaucoup et on va continuer à avancer comme ça. Alors, qu'est-ce que tu penses de ton dernier single? Fall in Love, Oui. et pour moi, à part La vie, c'est la débrouille, je pense que Fall in Love est le morceau qui a permis de me trouver même à moi une identité musicale. Parce qu'avant, je faisais un peu de tout, je faisais un peu de rap, je faisais coupé, décalé, tout ce que tu veux. Mais avec Fall in Love, je me suis trouvé un véritable public et désormais, je chante que l'amour, puisqu'apparemment, ça me va bien. Et on a eu une première fanbase de jeunes dames, des gens qui aiment bien ce que je fais. Et d'ailleurs, si tu veux, on parlera du concert tout à l'heure. Je vois qu'il y a un bon public féminin qui se crée autour de moi et on va continuer. C'est comme le pic qui me permet de trouver désormais ma ligne musicale. Voilà ce qu'il faut in love. D'accord. Tu présentes beaucoup d'événements. Alors, cette casquette-là de maître de cérémonie, finalement, on te voit en showman sur beaucoup d'événements, ici à Pointe-Noire, à Brazzaville. Comment tu arrives à te performer d'événement événement après événement en retrouvant Loïc Djembo incroyable sur scène avec un micro? C'est quoi ce secret-là finalement? Bon, le secret, je pense que c'est le travail. Après les événements, c'est vrai qu'à l'époque, j'en faisais beaucoup. Au début, c'était vraiment par passion. Après, c'était pour gagner de l'argent parce que plus tu fais, plus tu commences à gagner en notoriété, tu commences à apprendre. Des gens te connaissent, tu connais les gens du métier. Et c'est comme à la boxe, hein. Donc, plus tu fais des gros événements, plus ton cachet gonfle et plus toi aussi tu dois t'améliorer. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Et maintenant, je pense qu'avec le temps, je fais beaucoup moins d'événements justement pour me permettre d'être performant quand il y a des gros événements à faire. Je me consacre plus à ma musique et par exemple, en local à Point-Noir, je faisais beaucoup d'événements. Dieu sait que de 2017 au mois 2019, j'ai présenté quasiment tous les gros événements, les concerts, les ténors et tout ce que tu veux. Mais depuis, je laisse un peu couler, surtout les mariages, je n'en présente plus. Donc, j'attends que des vraiment gros événements pour me permettre de garder un peu la forme et de pouvoir mieux faire. Voilà. D'accord. Complexe Imeni, un média web qui est aujourd'hui finalement un média incontournable, très connu du public. Tu crées un média à la base. Ensuite, comment tu fais pour que Complexe Imeni reste un média aujourd'hui où les gens se retrouvent? Ouais. Il y a même eu cette casquette-là d'humoriste. Voilà, c'est ma nouvelle casquette, humoriste. Humoriste, parce qu'on retrouve ce Complexe Imeni, toutes les blagues voilà, qu'on a besoin. On a besoin. Voilà, l'info un peu à la guignole. Ouais. À la base, Complexe Imeni s'est créé, enfin, quand je vais à Yakala, donc je commence l'émission Le Rendez-vous, je dis à Bacu, ce serait bien que j'ai un média. Donc, ce n'avait pas le temps que ça aujourd'hui. On produisait des événements, j'avais ma caméra, tiens, que j'avais achetée depuis que j'étais à la fac, parce que je voulais faire de la communication. C'est la même que j'ai jusqu'à aujourd'hui, c'est une 700D. Donc, c'est celle-là qui nous servait à réaliser des émissions culturelles, etc. Donc, on faisait des petits numéros. Et au fur et à mesure du temps, Complexe Imeni a su se structurer parce que, justement, on a pu voir ce que les gens aimaient bien du média. Donc, c'était justement cette image un peu saccadée de faire l'information satirique, voilà, des vidéos un peu drôles. Et plus on a commencé à s'accentuer sur ça, et plus le public devenait de plus en plus nombreux. Et j'ai cette casquette d'humoriste maintenant à juste titre. Je me vais dire que, bon, humoriste, c'est un vrai travail. Moi, je me considère plutôt comme un grand moqueur. Humoriste, c'est un peu trop dit, mais sinon, oui, Complexe Imeni, aujourd'hui, est un média qui marche bien. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'au début, on faisait la course à la première place. Mais aujourd'hui, ce que j'ai l'habitude de dire aux gens, c'est que c'est pas l'habitude, c'est pas
l'intérêt, ce n'est pas chercher de la première place, mais c'est de chercher à être original. Parce qu'à partir du moment où vous êtes original, plusieurs personnes peuvent venir passer devant vous, mais vous arriverez à rester dans le cœur des gens parce que vous avez quelque chose que les autres n'ont pas. Et je pense que c'est ce qu'il faut chercher, être original. Alors, si tu as peut-être un message à l'endroit de la République, du banditisme. Mais bonjour les parlementaires, c'est votre président qui vous parle, le président de la République du banditisme. Et on est à cœur ouvert et c'est un grand honneur, c'est un grand honneur pour moi d'être là et j'espère que cette émission, vous allez la suivre en long et en large. Ça vous permettrait de découvrir le président. Voilà. D'accord. Alors, il y a un message que Ninette Elmilia nous a envoyé. Ouais. Elle est à l'intérieur du pays. Tu as animé avec elle, une très bonne animatrice aussi à l'époque. Je vais te faire passer l'écran. Tu vas écouter ce que Ninette Elmilia. Loïc Ndiembo, c'est un perfectionniste. C'est le genre de personne qui veut toujours atteindre la perfection dans tout ce qu'il fait, dans tous les domaines de la vie. Donc, quand il se dit que ça doit être comme ça, il faut qu'il atteigne cet objectif. Tant qu'il n'atteint pas, il ne s'arrête pas. Alors, il faut le définir comme un perfectionniste. 2.0 aujourd'hui, dire que c'est la même chose, je dirais non. Mais ça ne peut pas rester la même chose. Pourquoi? Parce que chacun de nous apporte quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, 2.0 appartient à Loïc Ndiembo. Donc, je considère que tout ce qui se passe dans 2.0 n'est pas ce qui se passait quand Nénette Renac était là. Ce qui revient à dire que ce qui se passe en ce moment, c'est du Loïc Ndiembo. Et donc, c'est sa touche personnelle à lui parce que l'émission lui appartient. Donc, il apporte son côté à lui. Il apporte sa connaissance à lui, sa façon de faire. Comment je peux dire, quel mot je peux employer sa touche personnelle, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc 2.0 n'est pas la même émission qu'avant, quand c'était avec Nénette Renac, mais aujourd'hui 2.0 est faite à l'image de Loïc Ndiembo. Pour la carrière musicale de Loïc Ndiembo, je trouve qu'il y a une grande évolution par rapport à avant. C'est vrai qu'au début, déjà j'ai eu à lui dire ça, qu'il chantait très bien. Le fait déjà de jouer la guitare, c'est vraiment un avantage pour lui. Et par rapport à avant et jusqu'à aujourd'hui, je dirais vraiment que c'est une grande évolution. Et j'entends les chansons de Loïc un peu partout maintenant. Et ça prouve à quel point il travaille énormément, il se donne à fond. Et en tout cas, beaucoup de courage et qu'il prospère encore Ninette, plus. je suis très content. Qu'est-ce que tu penses de ce message de Ninette Elmilia? Je pense que perfectionniste est le mot qui me définit bien parce qu'elle... Forcément, elle me connaît bien. À chaque fois que je fais quelque chose, je pense qu'il faut le faire assez sérieusement. Perfection, peut-être que le mot est exagéré, mais je donne toujours le meilleur de moi-même dans tout ce que je fais pour que je sois, enfin, c'est pas parfait, mais au moins que je donne tout ce que j'aurais pu donner dedans. Et par rapport à ma musique, je tenais à dire que Nénette fait partie des gens qui m'ont beaucoup aidé quand je suis arrivé à Pointe-Noire. Certes, j'avais Chrono Matinal, mais quand je devais sortir mes morceaux, il fallait bien que les autres m'aident aussi sur les autres télés. Et donc, c'est quelqu'un qui m'avait présenté Nénette. Et quelqu'un diffusait ma musique à Yakala et à DRTV quand il arrivait à DRTV. Mais dès que Nénette avait écouté, à l'époque, je chantais seul, Chéri Nanga Kewapi. Voilà, donc c'est ça qu'il avait diffusé en long et en large dans son émission. Et je tiens à lui remercier. Et par rapport à Génération 2.0, oui, aujourd'hui, c'est nous qui l'avons à notre charge. Moi, j'aime pas la chefferie, moi, j'aime la responsabilité. On n'est pas chef de quelque chose, on est responsable. La notion de responsabilité vous renvoie justement au fait que quand quelque chose ne marche pas, eh ben, c'est de votre faute. La chefferie, c'est commander, mais la responsabilité, c'est avoir la charge. Donc oui, c'est à notre charge. Effectivement, donc on y met un peu notre touche. Mais j'ai l'habitude de dire souvent en rigolant, mais même si je suis un peu sérieux, que Nénette est la chef ou la responsable de Génération 2.0, si vous voulez, la propriétaire. C'est une émission qui l'appartient. Et nous, tout ce qu'on fait, c'est simplement essayer de chauffer le banc pendant qu'elle n'est pas là. Donc, à n'importe quel moment qu'elle veut récupérer l'émission, on ne sera pas contre. Bonjour Célio, bonjour à toute l'équipe. Qu'est-ce que tu penses de ton producteur Loïc Ndiembo, mon producteur. En général, moi, j'aime beaucoup parler de moi, mais bon, j'ai pas le choix. Et donc, Loïc Ndiembo, ça me fait bizarre quand même. C'est la première fois qu'on me pose cette question.
Et voilà. Je vais dire, Loïc Djembo, c'est pour moi un témoignage. C'est limite un témoignage vivant, hein. C'est en quelque sorte le rêve du grain de sable au destin étoilé. Ben voilà. Ben, moi, je suis une punchlineuse, donc je te réponds avec des punchlines. Yeah. Depuis que vous travaillez ensemble, Yeah. je pense qu'il y a eu une marche d'évolution concrète dans ta carrière en tant qu'artiste. Oh que oui. Oh que oui. Je suis venue à Pointe-Noire. J'étais Dada Chief chez moi. Hein. Dada Chief, c'était chez moi. Ben, c'était en 2018 quand j'ai commencé à travailler, enfin, que j'ai pris professionnellement, que j'ai pris en main, pardon, ma carrière professionnellement. Aux côtés de Loïc Djembo, bien sûr. Et donc, il a ce truc, tu vois, il a ce truc, comme j'ai dit, le rêve du grain de sable au destin étoilé. Il a ce truc quand il te dit, Djada, fais-moi confiance. Fais-moi juste confiance. Je sais ce que je fais, tout ce que je te demande, c'est de travailler. Et voilà, donc de 2018, pour récapituler, j'étais Djada Chief chez moi. Aujourd'hui, en 2022, je suis limite un 17. Qu'est-ce que tu penses de ta carrière? Ouais. Ouf. Ouf. Entrepreneur culturel, Mhm. tout ce qu'il a fait, comment tu perçois cette carrière? Quand je vois d'où il vient, en fait, quand je vois d'où il vient, de ESTV à MCR TV aujourd'hui, à cet étudiant, à l'homme de droit qu'il est aujourd'hui, à ce MC du JFL Show, des petites cérémonies, des petits concerts. Je ne dis pas que c'est mauvais parce qu'il faut passer par là, en fait, pour en arriver à cet MC premium. Enfin, moi, je me permets de le dire, hein, à cet MC premium qu'il est. Mon frère, il faut de la patience, il faut de l'acharnement, il faut du travail. Et donc, pour récapituler, Loïc Djembo, de son parcours, ce n'est que du travail, ce n'est que de l'acharnement, parce qu'il n'y a que ça qui paye. Donc, c'est un homme acharné, voilà, ce n'est que le résultat de tout ce travail-là. Qu'est-ce que tu penses de Loïc Djembo? Ce que je pense de Loïc Djembo, c'est une grande image pour moi. C'est un modèle, c'est un père, c'est un grand frère. Au-delà de ça, parce que c'est grâce à lui que je me trouve aujourd'hui. C'est grâce à ses repères qu'aujourd'hui Loïc Djembo parvient à devenir ce que je suis. Quand je parle de père, c'est parce que sous ses ailes, j'arrive à me construire, à me créer un chemin. C'est grâce à lui aujourd'hui que je trouve une petite visibilité, pas la même qu'il a, mais une petite visibilité dans le monde médiatique. Il m'a appris beaucoup, surtout concernant le travail qu'on fait, concernant le journalisme, l'animation télé, le MC, oui, parce qu'il m'a appris beaucoup, hein. Je me rappelle que les premiers pas que j'ai eus sur scène, c'est grâce à ses conseils. Donc, Loïc Djembo, c'est beaucoup pour moi. Ok, bah, ce que je pense de Loïc Djembo, moi j'aime beaucoup l'appeler Fumu. Fumu Kundindi, comme lui-même il le dit souvent. Bah, c'est quelqu'un de très intelligent d'abord déjà et de très sage aussi. De la façon dont il est avec nous, de la façon dont il parle avec nous. Et je sais pas, moi je pense qu'il est un peu fou. Il est un peu fou parce que des fois tu le vois, il parle un peu seul, il est un peu souvent dans son coin, quoi. Et il est quelqu'un de très sympa, de très ouvert, de très gentil, de souriant quand il veut sourire, mais il ne sourit pas beaucoup, de très taquin. Et c'est vraiment quelqu'un qui nous apporte beaucoup au quotidien, vraiment beaucoup au quotidien. Et vraiment, j'aime. C'est quelqu'un de super. Quel genre de personne est-il? Ah, Loïc Djembo, c'est l'une des personnes les plus importantes que j'ai croisées dans ma vie, en fait, que j'ai eu à rencontrer dans ma vie. Surtout qu'il a beaucoup changé en moi. C'était l'un des grands aides que j'ai toujours cherché dans ma vie. Donc, dans un métier? Oui, dans un métier et puis dans la vie courante, parce que c'était la seule personne à qui
en fait, qui m'a fait comprendre que tout ce que je faisais auparavant, je n'avais pas en fait le droit de le faire, dans le sens où il m'a fait comprendre les règles de la vie réellement. Qu'est-ce qu'il fallait faire ou ne pas faire, en fait. Par exemple, quand on était en colère, je me rappelle toujours en 2017, pendant mon stage de formation, puisqu'il est mon formateur, c'est lui qui, aujourd'hui, a permis que je sois Sidney Pams, présentateur d'une émission sportive. Donc, tout ce courage d'avoir cette émission est venu que de lui. Parce qu'il m'a vraiment boosté, en fait. Il m'a montré une autre facette de moi que moi-même, je ne connaissais pas. Parce que j'étais un peu perdu dans ma jeunesse. Parce que quand je viens en 2017 pour cette formation, en fait, j'étais un peu comme perdu. J'étais un peu comme perdu dans l'esprit et tout. J'étais un peu brutal, si on peut dire. Mais après, grâce à ses conseils, grâce à tout ce qu'il faisait, au fait, qu'il nous disait, c'était la personne avec laquelle qui pouvait te faire comprendre que quand tu avais tort, ou même quand tu avais raison, tu avais le droit de repartir vers ton collègue ou ton frère pour t'excuser. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, quoi devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route, sur ma route, sur ma route. Yes, I. Loïc Diembo, encore une fois, merci à toi de m'ouvrir ton cœur. C'est un honneur, c'est un privilège aussi, parce qu'évidemment, tu es un grand homme dans le secteur de la province, en tant que promoteur culturel, en tant que journaliste et tout ça. On aimerait encore apprendre plus de toi, finalement. Merci encore déjà une à toi, fois, Céline. Merci. on Merci va pour l'honneur. Encore une fois, on va rentrer dans le cœur de Loïc Diembo. Alors, Loïc Diembo, quel homme es-tu réellement? Dans la vie quotidienne, on va le dire comme ça. Est-ce que tu es nerveux? Est-ce que tu es, voilà, quel genre de personne? Comment tu t'identifies en tant qu'humain? Après le moi étant haïssable, il est très difficile de parler de ma personne. Je ne suis pas si narcissique que ça, mais bon, puisque la question est posée, le vin est tiré, il faut le Voilà. boire. Je pense être assez colérique quand même, mais de courte colère. Le problème avec le courte colère, comme le dit le dicton, elles sont comme des folies. C'est-à-dire que pendant ce laps de temps, on peut dire beaucoup de choses que l'on regrette la minute d'après. Je suis ce genre de personne, mais je n'ai pas la colère longue comme notre Seigneur. Elle est plutôt courte. D'accord. Alors, tu fais un métier qui demande à ce que tu sois sur ton téléphone H24. Comment tu vis ça finalement? C'est assez compliqué parce que, surtout avec l'interactivité avec d'autres personnes, parce que déjà, je suis une personne introvertie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis seul dans mon coin, si je ne suis pas dans ma tête, là, j'ai ajouté le téléphone avec le travail, c'est que je suis dans mon téléphone. Donc, ça peut être très désagréable pour les gens qui t'entourent, pour la famille, voilà. Pour tout le monde, c'est assez désagréable, mais quand les gens comprennent que c'est aussi ton travail, ils arrivent à faire la part des choses. D'accord. Ça t'arrive des fois de suivre la télévision? Bon, je suis pas très télé. Ça peut paraître un peu Aucune bizarre. série ou Non. aucun film? Non. De Maintenant, passage? de passage, oui, ça peut m'arriver. Maintenant, aujourd'hui, je n'ai jamais été très télé, malgré que je passe à la télévision, mais je ne la suis pas beaucoup. Je suis plus sur mon téléphone. Toutes les actualités dont j'ai besoin, c'est sur mon téléphone. Après, aujourd'hui, on m'a montré Netflix. Donc, du coup, je peux avoir des trucs à la demande et tout ça. Je trouve ça assez sympathique. Je regarde des documentaires. Je suis plus documentaire. Alors, qu'est-ce que tu penses de la télévision congolaise? Aujourd'hui, si on va faire une comparaison des journalistes, des animateurs de télévision du Congo-Brazzaville, de l'Afrique centrale, et si on voit par exemple les journalistes, les animateurs de l'Afrique de l'Ouest, en termes de... on ne va pas parler de, voilà, de qualité parce qu'ici, il y a du talent énormément
tu es un exemple palpable. Merci. Mais concernant aujourd'hui, ici au Congo-Brazzaville, nos médias, comment tu vois tout ça en fait évoluer? Est-ce que tu penses que ça évolue lentement ou il y a encore énormément de choses à faire? On nous demande de poursuivre la marche, non? Donc, je pense que la marche, elle est différente de la course. Elle est longue. Si elle est longue en politique, vous savez, la politique en Afrique, c'est le centre de tout. À partir du moment où tout se passe bien, ça découle aussi sur les médias et sur tous les autres secteurs. La différence, quand on parle d'Afrique de l'Ouest, je pense là que tu cibles plus la Côte d'Ivoire. Forcément, ce qu'est la Côte d'Ivoire aujourd'hui en termes de médias, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. La Côte d'Ivoire, aussi loin que je me souvienne, a toujours été une plaque tournante pour la culture. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, ça fait 20, quasi 30 ans en arrière qui mettait énormément de moyens dans la culture, dans les médias, pour qu'ils puissent avoir le résultat qu'ils ont aujourd'hui. Ce qui n'est pas forcément notre cas ici au Congo-Brazzaville, bien que depuis quelque temps, surtout avec l'arrivée des réseaux sociaux, on arrive à regarder plus facilement ce qui se passe à l'extérieur, ce qui nous permet de pouvoir changer lentement, mais sûrement. Alors, tu disais tout à l'heure que tu choisissais tes événements que tu présentes aujourd'hui par rapport par rapport à ton travail et à l'évolution surtout aussi de ce que tu fais. C'est un métier, un beau métier, et il y a beaucoup d'argent. Est-ce qu'il y a beaucoup d'argent dans le... Oui, il y a beaucoup d'argent. Maintenant, tu le dis avec un sourire, il y a beaucoup d'argent. Enfin, quand on dit beaucoup d'argent, qu'est-ce que c'est exactement? Quand je dis que je ne présente plus les événements, effectivement, comme je le disais tantôt, notre métier de MC est un peu comme le métier de boxeur, c'est-à-dire qu'on va catégorie par catégorie. Si en 2013, je pouvais faire des événements gratuitement ou prendre 50 000, 100 000 pour présenter un événement, si 10 ans plus tard, je prends moi-même 100 000 pour présenter un événement, c'est moi qui ai un problème. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'évolution. Donc, en temps normal, je devrais prendre peut-être 10 fois plus que ce que je prenais il y a 10 ans, logiquement, dans la logique des choses. Et Dieu merci, c'est des fois ce qui est le cas. Maintenant, la vérité est que si, par exemple, je dois prendre 10 fois plus que ce que je prenais en 2013, ce n'est pas tout le monde qui peut mettre les moyens dessus. Ce qui fait qu'on présente où ça peut nous permettre de toucher assez conséquemment et de pouvoir vivre décemment. Voilà. Est-ce que tu te rappelles de quelque chose que tu as acheté une chose, quand je dis une chose, ça peut être un vêtement, ça peut être une montre, ça peut être je ne sais pas quoi d'autre, Ouais. mais un peu plus cher. Tu as un peu dépassé la barre, tu te dis là, il fallait le faire, un costume. Les costumes, j'en ai énormément. La plupart du temps, c'est quand je dois présenter un événement. Comme je ne suis pas très sapeur, mais les événements m'obligent à être très sapeur pour être assez classe, parce que justement, c'est des événements aujourd'hui, prestige. Dieu merci, par la grâce de Dieu, sans prétention aucune, on fait partie de, on va dire, ces jeunes présentateurs, on va dire, haut de gamme pour des événements de prestige. Pour rentrer, ça nous a pris du temps, et à partir du moment qu'on est dedans, on arrive à présenter des événements qui peuvent aller au-delà du million, ce qui est déjà, on va dire, qui peuvent te permettre de vivre assez confortablement dans l'année. Donc oui, ce que j'ai pu acheter, peut-être ma montre, je sais pas, Aldo, elle coûte pas si cher, mais déjà, bon, oui, voilà, et puis peut-être quoi? Mon téléphone, j'ai un iPhone 11 Pro là, que j'ai eu récemment, vous connaissez le prix, donc c'est pas très décent de le citer. Mais oui, mais tout ça c'est effectivement avec l'argent que je gagne à travers la communication et surtout même la présentation. D'accord. Qu'est-ce que la famille représente pour toi finalement? La famille représente le socle. Je pense que pour un homme qui dépasse, on va dire, la trentaine, il se doit d'avoir une compagne, quelqu'un de sûr qui l'accompagne dans les bons comme dans les mauvais moments, avoir une petite famille, des enfants. Il faut faire ces choses-là pour moi, à mon sens, très tôt, pour pouvoir être stable. Sans ce cadre-là, je pense qu'un homme n'est pas stable. Donc, il faut, à un moment donné, si on peut, très jeune, pouvoir stabiliser les choses. Est-ce que ta compagne te supporte autour des médias, autour du téléphone que tu as tout le temps, autour des événements, autour des voyages, parce qu'il y a des événements qu'il faut alors organiser, préparer, présenter à Brazzaville, revenir sur Pointe-Noire, faire des émissions tous les week-ends. Comment ça se vit, ce moment-là? C'est pas simple, parce qu'effectivement, après, je présente plus beaucoup d'événements, Dieu merci pour elle, mais sinon, pour Zixstar, par exemple, je peux aller pour 3 mois.
ailleurs, à Brazza par exemple. Donc pour la relation, c'est pas forcément intéressant. Ou aussi pour le téléphone que j'ai H24, parce que je pense que comme toutes les femmes, elles ont besoin d'avoir un peu d'attention, mais à partir du moment où ton attention est centrée sur le téléphone, c'est pas forcément facile. Mais après, je pense que dans tout ça, comme dans tout, pour toute personne, pour toute activité, il faut trouver la bonne personne qui arrive à nous comprendre de telle sorte à ce que ça soit pas aussi simple que ça, mais au moins simple. D'accord. On va revenir sur un moment un peu tragique, justement, si tu me permets d'aller sur ce terrain. En 2016, je crois bien, tu perds ton père. Comment est-ce que tu vis ces moments-là, finalement? Très difficilement, parce que bon, après, j'étais pas si jeune, hein. Il y en a qui perdent leur père très, très tôt, mais on n'est jamais prêt. Après, pour être tout à fait honnête avec toi, j'ai vécu à mon père, oui, c'est vrai, mais j'ai beaucoup vécu aussi avec ma mère. Mais je savais que j'allais souffrir au niveau de la perte, mais je ne m'imaginais pas que ça allait, parce que je n'ai jamais perdu, à part mon père, je n'ai jamais perdu un être aussi cher, d'aussi près ou d'aussi proche. Donc ça a été très compliqué pour moi, parce que au final, bon, dommage, chez nous au Congo, les gens ne vont pas voir les psychologues. On a tendance à croire que les Noirs sont supérieurs au niveau physique aux Blancs. Non, parce que au final, j'avais peur de tout après le décès, parce que j'avais peur à chaque fois que quelqu'un de proche de moi me disait qu'il était malade. Je commençais à stresser, peut-être que lui aussi, il va partir, peut-être que à ma mère, tu fais des cauchemars, tu fais de ceci, et on est tout le temps dans cette crainte de la perte. Donc, mais ça m'a aussi permis, enfin, j'ai pas envie de dire la chose malheur est bon, mais non, parce que c'est très difficile de perdre son père, mais après, ça te conforte dans l'idée que il faut que tu te battes pour ta vie, même si j'ai toujours été très débrouillard, aussi notamment grâce à lui, parce que autant que je me souvienne, dans les années 90, mon père faisait partie des grosses fortunes, donc il avait énormément de moyens, mais malgré ça, puisque j'étais le seul garçon, autour de moi que des filles, il mettait un point d'honneur à ce que je connaisse, peut-être pas la difficulté, mais que je sois bien éduqué dans les rapports, par exemple, avec les gardiens, les dames de ménage, les gens qui nous entourent. Ce ne sont pas tes travailleurs, Loïc, ce sont les miens. Loïc, ne mets pas les mains dans la poche, c'est pas toi qui as l'argent, c'est moi qui ai l'argent. Donc ça te permet de remettre les choses un peu en perspective. Je me souviens, je raconte souvent cette anecdote, on avait une station qu'on appelait Nina Service à l'époque, et de temps en temps, c'est moi qui allais prendre les recettes. Et il m'appelait Lo, c'était ça mon surnom. Lo, viens d'abord. Ben, tu sais comment on prend le 100. À l'époque, on habitait au centre-ville, derrière FLM. Pourtant, il y avait des voitures. Ce n'était pas les voitures qui manquaient, ce n'était pas les chauffeurs non plus. Mais il tenait à ce que je prenne le 100 pour aller chercher la recette. Et qui t'explique, le 100, tu vois, on prend ça à telle place, machin. Tu vois, tu contournes. Mais il te donne 10 000 et il te donne des pièces. C'est une manière de te dire, ce n'est pas l'argent qui me manque de te donner, mais je souhaite que tu apprennes. Ce qui fait que j'ai toujours mené ma vie simplement. Je n'ai pas eu de complexe. Quand je te parle qu'on avait des voitures, c'était des centaines de voitures, ce n'était pas 10. On avait plusieurs chauffeurs. Mais ils tenaient à ce que je prenne le bus, ils tenaient à ce que je prenne le 100. Ce qui fait que même 20 ans plus tard, ça ne me pose pas de problème de marcher, ça ne me pose pas de problème quand je n'ai pas d'argent de prendre le 100, de prendre le taxi quand j'en ai. Quand j'avais une voiture, j'avais ma voiture. Maintenant que je ne l'ai plus, je prends les taxis, je prends mon 100, quand c'est à côté, je marche, sans aucun complexe. Ça m'a enlevé beaucoup de complexes. C'est pour ça aussi, du haut qu'il est, je lui en serai toujours reconnaissant, parce que c'est justement, je pense, les valeurs. Ma mère m'a donné l'éducation, mon père m'a inculqué des valeurs. Et donc, les deux font qu'on soit une personne assez acceptable dans la société. Voilà. D'accord. Tu parlais de ta mère tout à l'heure. Qu'est-ce que tu penses de cette... Ben, c'est une guerrière, c'est une femme. Comme je le disais tout à l'heure, mon père m'a inculqué des valeurs. Ma mère m'a éduqué, au vrai sens du mot éduqué, à la manière africaine, c'est-à-dire calculer des talents, chicote, tu vois un peu. Et elle a beaucoup fait pour moi, parce que si je suis la personne que je suis aujourd'hui, je la dois à 100%. Déjà en 2009, on parlait... Souvent, les gens ont tendance à croire, puisque j'ai beaucoup de diplômes, j'ai des masters, etc., que je suis un garçon qui aime beaucoup l'école ou qui a beaucoup aimé l'école. Ce n'est pas le cas du tout. J'ai l'habitude de répéter aux plus jeunes que moi, aux gars que je forme, j'ai dit que je n'ai jamais aimé l'école. J'ai commencé à aimer l'école à partir du moment où je suis arrivé à la faculté. Mais quand j'étais
au collège, au lycée, j'étais un garçon turbulent, je buvais beaucoup, j'étais soulard et tout ça, mais elle a pu me recadrer, elle s'est battue pour moi, pour que j'aille à l'étranger faire mes études. D'ailleurs, pour la petite anecdote, comme je n'aimais pas l'école à la faculté, déjà en Tunisie, pendant l'hiver, il faisait très froid, il va arriver que je fasse 2, 3 jours, je n'allais pas à l'école, et le 4e jour, je me disais, non, 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 non. Ma mère se bat là où elle est au Congo, là-bas, avec le salaire de fonctionnaire, machin, les deals, elle se bat pour que moi, je sois ici. Il faut que j'aille à l'école. Je n'allais pas à l'école pour moi, j'allais à l'école parce que ma mère se battait pour moi. Et aujourd'hui, je lui ai dit merci parce que c'est toutes ces connaissances-là qui fait qu'aujourd'hui, on est respecté dans la société. Les diplômes et tout ça, ça te permet de te positionner dans la société, ça fait que les gens te respectent. Et donc, voilà. Elle est encore là. Mm. Et si tu avais un mot à lui dire aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à ta mère simplement? C'est merci. Et c'est le fait que... Elle n'a jamais aimé le fait que je fasse les médias d'ailleurs et la musique. Elle disait, moi je n'aime pas la musique et les médias parce que c'est des trucs où il n'y a pas d'argent dedans. Et j'ai envie de lui dire que pour l'école, elle a eu raison, mais pour les médias, elle a eu tort. Parce Voilà. qu'aujourd'hui, maman, c'est toi qui bouffe l'argent de la musique et les médias. Parce qu'à Chopin Musique, récemment, mon morceau Fall in Love est sorti 2e. Donc, je suis pas grand-chose. Je pense dans les 60 000 ou je ne sais pas combien, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont acheté, notamment les filles. Je tenais à les remercier. Et elle-même a calculé l'argent de Chopin Musique. Mais là, il y a déjà 50 ventes, là, Loïc. Et aussi, en présentant les gros événements aujourd'hui, ma fierté, c'est qu'aujourd'hui, elle peut compter sur moi. Je suis son fils. Et elle sait que, bon, Loïc, si j'ai besoin de quelque chose, et moi aussi, c'est une très grande fierté de pouvoir lui être redevable. Certes, il y a l'argent du droit dedans, mais il y a aussi, maman, l'argent des médias et de la musique que tu bouffes. Donc, il faut être reconnaissant aux médias et à la musique. Et le mot que je peux lui dire simplement, c'est merci. Merci d'avoir fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Alors, s'il faut parler peut-être d'une motivation, c'est quoi ta motivation? Quelle est cette chose-là qui te pousse à avancer jour après jour, malgré les obstacles que tu peux rencontrer dans la vie ou les obstacles que tu as déjà rencontrés dans le passé? Comment tu fais d'arriver à faire ça? C'est la famille, c'est ma mère, c'est ces gens qui m'entourent, qui sont les plus proches. Je n'ai pas un mauvais ou un bon rapport avec l'argent. L'argent, pour moi, ça sert à faire des choses, et notamment faire des choses, être utile aux personnes qui sont les plus proches de nous. Et à partir du moment où les gens qui sont les plus proches de nous peuvent compter sur moi, c'est ça qui me rend fier. Et je pense que c'est ça qui me pousse aussi à me battre au jour le jour. Parce que je déteste la période la plus sombre de ma vie, c'est quand j'avais perdu mon père, donc en 2016. Je suis venu m'installer ici, alors qu'à l'époque, comme j'ai dit tout à l'heure, je travaillais à Econ, donc j'avais un petit salaire. Quand je quitte là pour ici, j'avais rien du tout. Et il fallait compter sur le fait que d'autres personnes me donnent à manger. J'ai détesté cette période parce que j'avais pas de travail, pas de deal, pas de rien du tout. Donc, à l'époque, c'est mon petit frère qui pouvait me trouver un petit quelque chose. Il fallait que j'aille chaque semaine pour qu'il me donne un petit billet. Et j'ai détesté cette période-là. Donc, du coup, je pense que c'est ça aussi qui me pousse à me battre. Être utile à la famille et ne pas être dans le besoin, auprès que ces petits besoins, c'est d'autres personnes qui puissent les gérer. Est-ce que tu penses finalement que tu pourras t'arrêter un jour, laisser tout ça, te reposer, te dire que je fais une pause, je me dis je m'arrête, 1 année, 2 ans, un repos? À l'époque où je faisais le stage à la Banque centrale, il y avait un terme que tous les agents utilisaient. Ils disaient souvent que bon, on aura le temps de se reposer dans le cercueil, ça va aller. Et moi, je partage la même opinion, c'est que, enfin, on est là, on vit, on respire. Dieu nous donne une nouvelle chance à chaque fois qu'il nous donne le souffle de vie tous les jours. Donc, il faut se bagarrer, il faut se battre, il faut. Je ne suis pas un ambitieux au mauvais sens du terme, plutôt au bon sens du terme, dans la mesure où je n'aime pas me comparer à qui que ce soit. Je suis moi, je suis tel que je suis, et j'ai mes propres objectifs que je m'attelle à fixer. Voilà, donc la vie pour moi, c'est vraiment, à chaque fois qu'on nous donne la chance le souffle de vie, c'est de pouvoir se découvrir de nouveaux talents, les aiguiser et pouvoir les emmener jusqu'au bout. Que ça soit pareil avec la musique, c'est avec les médias, c'est pareil, avec le droit, c'est pareil. À chaque fois que je me découvre un talent, j'essaie de le perfectionner pour arriver à la meilleure, comme le disait Nénette, la perfection, mais en tout cas au meilleur du possible. Il y a des jeunes aujourd'hui qui se disent, qui te voient sûrement à la télé, qui se disent j'aimerais devenir comme Loïc Ndiembo demain, être animateur de télévision, être community manager. S'il y a un jeune qui te pose une question et qui te dit
C'est quoi le secret de la réussite? Tu lui diras quoi? J'en parlais hier avec mes jeunes amis à l'émission. Je les avais dit, ou je dis toujours à tous ceux qui m'entourent, que le secret pour moi de la réussite, c'est deux choses. C'est le contentement Mhm. et puis c'est aussi le fait de travailler très dur. Travailler dur dans le sens où le talent ne suffit pas. Il faut vraiment s'acharner, il faut donner le meilleur dans tout ce qu'on fait pour atteindre un objectif. Le contentement, pas encore dans le mauvais sens du terme, c'est qu'à un moment j'ai déjà eu ça va. Non. Beaucoup de gens se disent, par exemple, quand ils font quelque chose dans la vie qui est une réussite, par exemple, je fais mon morceau qui est deuxième sur une grande plateforme congolaise, je me dis, d'autres personnes se seront dit, oh, mais c'est mon deuxième, il est seulement au Congo là et tout ça là, c'est rien du tout. Je sais qu'à 2% de mes capacités. Moi, je ne pense pas comme ça. Moi, je pense, j'ai fait ça, je suis deuxième. Ça veut dire que des personnes ont mis 500 de leur téléphone, ils sont là acheter mon morceau à moi. Je suis très content de ce que j'ai. Ce qui fait que quand tu arrives à te contenter de ce que tu as, même devant Dieu, il le voit comme que tu es quelqu'un qui sait être reconnaissant pour des petites choses. Ça veut dire qu'il peut te donner des grandes choses. Et aussi que ça t'emmène à ne pas être jaloux. Parce qu'à partir du moment où tu te dis toujours que je suis à 2%, un tel a fait ceci, ah lui il est déjà arrivé, ça t'emmène dans la comparaison. Et c'est cette comparaison-là qui emmène beaucoup de jeunes aujourd'hui dans le gouffre. Le succès, ce n'est pas une route facile. Et quand on veut l'avoir rapidement, quel que soit le secteur qu'on a choisi, on sera tenté de faire beaucoup de choses qu'on regrettera plus tard. Le tout, c'est d'aller à son rythme, de savoir se contenter des petites réussites et d'avancer doucement. Si j'essaie de comprendre ce que tu dis, donc à la fin, il faudrait se dire que se mettre des barrières dans sa tête est une vraie prison, en quelque sorte. Oui, se mettre des barrières, c'est une prison, oui, mais surtout savoir se fixer ses propres objectifs, ne pas fixer ses objectifs en fonction de quelqu'un d'autre, parce que tu ne sais jamais ce que les gens font effectivement pour arriver à leur but. Se fixer ses propres objectifs. Ah, moi, par exemple, pour donner un exemple tout bête, notre leader de la musique urbaine aujourd'hui, c'est Tidiane Mario, qui a fait récemment ses 1 million de vues. Et donc, moi, comme j'ai fait mon Fall in Love, je dis, comme Tidiane Mario a fait 1 million, aujourd'hui, moi aussi, il faut que je fasse 1 million dès que je sortis mon prochain clip. Non, moi, je faisais, à l'époque, en 2017, 300 vues, quand je faisais sortir seul. Aujourd'hui, quand je sors un morceau, je suis passé à 3000, 4000 vues, mais je suis content de ces 4000 vues-là. Ça veut dire ça veut dire que de 300, je suis passé à 4000. Je suis ma propre route, pas en fonction de quelqu'un d'autre, mais ce sont mes propres résultats. Voilà. Tu parlais de jalousie tout à l'heure. Dans le secteur des médias, dans tout autre secteur, il y a peut-être dans tous les secteurs, il y a quelques jalousies entre humains. Comment est-ce que tu vis ça? Est-ce que tu penses que tous les gens aujourd'hui qui sont autour de toi, ou bien d'autres personnes qui se disent pourquoi lui, pourquoi toujours lui, pourquoi pas moi, pourquoi voilà. Donc ça crée parfois des jalousies. Qu'est-ce que tu penses de ça? J'étais en train de discuter avec Cyrano, un autre de mes mentors aussi. Je parlais de Bacchus, Cyrano aussi, parce que Cyrano, c'est le responsable d'une agence de communication, Ponton Connexion Multimédia, et c'est eux qui organisent Xstar. Et on était là-bas, on rigolait. Et moi, je disais, lui il disait, moi, apparemment, même pas. Je dis, non, les gens ne peuvent pas t'aimer. Comment ça se fait que tu organises 2 des plus gros événements, un le samedi, un le dimanche, avec des compagnies adverses? Les gens ne t'aiment pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient eux aussi profiter, avoir ne serait-ce qu'une activité parmi les deux, mais c'est toi qui fais les deux. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on a un média qui marche très bien, qui est Complexe Imeni. Musicalement, ça va parce qu'on arrive à faire des concerts, des gens viennent. On présente Xstar, qui est la plus grande compétition de musique ici au Congo-Brazzaville, et l'une des plus grandes en Afrique centrale. Mais les gens ne vont pas t'aimer parce que tu fais une fois, tu peux le faire encore une deuxième fois. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le même secteur, qui voudraient avoir la même opportunité. Ça s'emmène des jalousies. Donc moi, je comprends quand même pas. Moi, ça ne me pose aucun problème d'ailleurs. Et puis, le tout maintenant, c'est de savoir s'entourer. Moi, je ne sors pas beaucoup. Je suis chez moi tous les jours. Chaque fois que je sors, ça veut dire que je sois une activité où vraiment, ce n'est pas pour durer. Et je ne m'entoure que de ceux qui me sont des vrais. Voilà. Je sais, il faut savoir se protéger dans la vie. La marge d'évolution, finalement, qu'est-ce que tu diras à ces jeunes-là et aujourd'hui qui veulent brûler les étapes de la réussite?
tu leur diras quoi? Brûler les étapes de leur réussite, comme je disais encore une fois à mes jeunes frères hier, j'espère qu'ils ont travaillé leurs muscles fessiers, parce qu'apparemment c'est à la mode ces jours-ci. En tant qu'homme, si tu veux brûler la réussite, tu vas travailler ton muscle fessier, parce qu'on entend beaucoup de jeunes là qui justement partagent Voilà. le muscle fessier parce que justement ils veulent aller trop vite. Le tout c'est d'aller à son rythme. Voilà. Chacun de nous aura son heure de gloire. À partir du moment où tu travailles dur, où tu es sérieux dans ton travail, tu auras ton heure de gloire. Mais fixe-toi tes propres objectifs, pas en comparaison d'une autre personne parce que tu ne connais pas sa réalité. Est-ce que tu penses que l'argent fait le bonheur? L'argent. Dire, en fait, on ne peut pas parler, l'argent ne fait pas le bonheur, mais je ne pense pas que dans un monde capitaliste où chaque chose est définie par l'argent, tu peux, le bonheur en fait, dans le bonheur il y a l'argent. Pour être heureux dans ce monde-ci, dans ce monde capitaliste, il faut l'argent. L'argent à lui seul ne fait pas le bonheur parce que bon, il y a beaucoup de gens qui ont l'argent qui se suicident après. Mais dans le bonheur il y a l'argent parce que pour être heureux, pour être un homme heureux, il faudrait que ta compagne soit heureuse, que si elle a envie de s'acheter, enfin je dis n'importe quoi, des mèches, ou qu'elle a envie de faire quelque chose, sortir à ses amis, que tu peux subvenir à ses besoins. Ça va lui rendre heureux, et le fait qu'elle soit heureux te rendra toi aussi heureux. Les enfants, c'est pareil. Ah, quand j'ai besoin d'un téléphone, papa, j'ai besoin de ceci. À partir du moment que je ne peux pas le faire parce que tu en manques de moyens, ben, tu seras malheureux. Voilà. Donc, je pense que l'argent ne fait pas le bonheur, mais dans le bonheur, il y a l'argent. Voilà. D'accord. Alors, comment est-ce que tu définis la vie? La vie, pour moi, c'est une chance, c'est une grâce. J'ai comme l'habitude de dire, et je le dis, et je au risque de me répéter, tous les jours qui nous sont offerts, c'est une manière, c'est une grâce que Dieu nous renouvelle pour permettre de découvrir des talents. J'ai comme l'impression que Dieu nous fournit beaucoup de choses et il nous livre comme ça sur la terre. Et la vie, c'est comme le fait de tous les jours chercher à découvrir des cadeaux que Dieu a enfouis en toi et que tu arrives à révéler au monde pour être utile en fait en réalité à la société et aux gens qui nous entourent. Pour moi, la vie, c'est ça. Est-ce que tu penses finalement qu'on peut soi-même choisir son destin, malgré son âge, étant jeune? Après, le destin, j'ai comme l'habitude de dire qu'il est un peu tracé aussi, hein, mais on peut se faire violence. Pour ceux qui me connaissent, j'ai l'habitude, par exemple, pour la musique. Beaucoup de gens me disaient, mais écoute, mais toi, tu es déjà connu pour faire telle chose. Ah, mais voilà, mais musicalement, bon, on écoute, mais c'est pas vraiment ça par rapport à d'autres, etc. Mais il faut se faire violence à ce moment-là. Travailler un peu plus la guitare, un peu plus au chant, connaître un peu des techniques vocales, chercher ce que les autres font, améliorer. Peut-être que tu n'étais pas forcément destiné pour ça, mais plus que tu te bagarres, eh ben écoute, c'est le résultat forcément que tu obtiendras. Donc, on peut forcer aussi le destin. Celui qui est aujourd'hui la tête de file de la musique congolaise n'est pas le meilleur chanteur du Congo hein, en termes de voix, forcément. Mais ça fait 30 ans qu'il est le chef de file. Pourtant, qu'il y a d'autres musiciens qui chanteraient peut-être qui auraient une meilleure voix. Mais c'est celui dont on connaît le plus de chansons. Parce que justement, il a su forcer son destin. Donc oui, le destin, on peut le forcer quand on a de la volonté. Alors, si ta fille te dit, papa, j'ai envie de devenir artiste, j'ai envie de devenir peintre, par exemple, à l'opposé de ce que tu es, juriste et tout ça, tu lui diras quoi? De suivre la même chose ou de choisir ce qu'elle veut faire, par exemple? Je pense qu'en tant que parent, on doit être un modèle pour les enfants. En toute honnêteté, en toute sincérité, si je n'avais fait que les médias, par exemple, je ne pense pas que je serais la personne que je suis aujourd'hui. Parmi les choses qu'il fallait justement pour réussir, dont je me posais la question, j'avais parlé du travail, j'avais parlé du contentement, mais il y a une troisième, le fait de savoir diversifier son économie. Ce qui fait que je peux me permettre de dire que je ne présente que des événements qui peuvent se solder que par 6 chiffres aujourd'hui, c'est parce que je fais d'autres activités qui peuvent me remporter ailleurs de l'argent. Si je ne faisais pas ça, je pense que jusque 10 ans plus tard, je continuerai à présenter des événements pour 10 000, pour 20 000 ou pour 30 000. Parce qu'en réalité, si tu ne fais que ça, à un moment donné, la maison, vous n'avez rien à manger, quelqu'un va te proposer un événement. Bon, j'ai fait, viens présenter ici, mais bon, écoute, il n'y a que 15 000, hein. Mais tu vas dire, moi c'est 100 000, moi c'est machin, moi c'est... Et puis on te dit, ben, écoute, nous on n'a que ça à te proposer.
tu regardes, vous n'avez rien à manger, tu seras obligé de prendre ça. Mais à partir du moment où tu as une autre source d'économie, tu peux te permettre de te faire violence, de dire, bon, moi, à partir de, je présente comme dit mon vieux regard, moi, à partir de 2 millions, 5 millions, c'est bon. À partir, si ce n'est pas ça, je ne le fais pas. Tu peux te permettre de faire ça quand tu as une autre économie qui peut, enfin, une autre, tu as diversifié ton économie et que ailleurs tu peux avoir des rentrées d'argent. Donc, il faut savoir diversifier son économie. Je lui dirais de ne pas faire que les médias, de faire comme son vieux père et de pouvoir avoir beaucoup d'activités commerciales qui fait qu'au cas où ça ne marche pas là, au cas où tu as un bandit qui te dit il faut partager ton muscle fessier, tu peux dire non parce que ailleurs tu as une autre activité qui te génère de l'argent. Qu'est-ce que tu penses des critiques? Les critiques, en tant que personnalité publique, j'ai l'habitude de dire aux gens qu'il faut s'habituer à ça. Si tu penses que tu ne supportes pas les critiques, si tu es un acteur culturel, il faut changer de métier, il faut être mécanicien ou faut travailler à Total, ou je ne sais pas, même à Total, il faut des critiques. Mais dans le métier culturel, si tu es un artiste, si tu es un présentateur ou ce que tu veux, tu as de l'audience, mais il faut t'attendre à ce qu'il y ait des gens qui t'aiment et des gens qui ne t'aiment pas. C'est ça le game. Il faut attendre à ce que tu aies des gens qui pensent qu'ils peuvent te considérer comme de n'importe quoi, ils peuvent raconter de n'importe quoi sur ton nom. Il faut t'attendre à tout ça. Et les critiques, moi, sont bonnes parce que même quand une critique, elle est méchante, parce que généralement, une critique méchante, elle vient d'une personne qui ne t'aime pas. Et pour pouvoir te faire très mal, généralement, il te dit la vérité pour te blesser. Ce qui est vrai, là, c'est ça qu'il va te dire. Donc, même dans la mauvaise critique, de la critique méchante, on peut toujours en retirer quelque chose de bon. Est-ce qu'il y a d'autres confrères du même milieu que tu trouves qui font bien leur travail? Frère, je pense qu'il faut se spécifier parce que je fais énormément de choses. Si tu me demandes dans le monde du droit, je serais bien heureux de te donner quelques confrères qui font du bon travail, mais de quoi tu parles exactement? On va choisir la présentation des événements. Présentation d'événements. Oui, bien sûr qu'il y a des confrères. Bien sûr qu'il y a des confrères qui font du bon boulot. Ils sont nombreux. D'accord. Je vais te repasser encore une fois ça. Yann Djembo, ton frère, tu disais que la famille pour toi c'est quelque chose d'important, c'est ta source de motivation. Yann Djembo à l'extérieur du pays, il nous envoie cette vidéo. Et dans cette vidéo, il a dit quelque chose qui m'a beaucoup intrigué. Il a dit, mon frère c'est quelqu'un de fou. C'est quelqu'un de fou parce que ce qu'il fait, franchement. Mais tu vas écouter et tu vas me dire ce que tu en penses finalement. Yann Djembo. Oui. Ok, Jazz. Ah, il est devenu Bogart. Tu es devenu Bogart à Yann Djembo. Ok. Bon, honnêtement, je suis très étonné parce que c'est vrai qu'il a beaucoup travaillé pour en arriver là, mais j'ai toujours considéré qu'il était un peu fou. Pourquoi je dis qu'il était un peu fou? Parce qu'il a toujours eu des idées. Quand il les présente, on se demande comment est-ce qu'il ferait pour les mettre en œuvre. Donc ces idées sont toujours un peu farfelues. Et aujourd'hui, il a raison parce que ses idées ont réussi à porter des fruits. Et aujourd'hui, il est là où il est. Il est devenu une référence pour la jeunesse congolaise et pourquoi pas pour la jeunesse d'Afrique. Parce que sur ces médias, il est suivi effectivement par les Congolais, mais aussi par plusieurs jeunes à travers l'Afrique. Donc je pense déjà que c'est quelqu'un de bosseur et c'est quelqu'un qui s'accroche vraiment, qui pousse toujours son imagination plus loin. Et surtout qui n'a pas besoin d'écraser les autres pour exister. Contrairement aux autres artistes que j'ai pu côtoyer, il a vraiment su garder en fait son authenticité. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'il est quelqu'un d'assez, comment je dirais, d'assez vrai, même quand il joue son rôle d'acteur, de chanteur ou d'homme de médias. Je pense que en tant que petit frère, j'ai toujours pris un malin plaisir à écouter ce qu'il disait. Mais en fait, je me suis jamais je me suis jamais projeté dans le sens où il pouvait réaliser effectivement ce qu'il disait. Voilà pourquoi aujourd'hui ma fierté est d'autant plus grande parce que il a su matérialiser toutes ses idées, même quand peut-être les personnes les plus proches de lui ne voyaient pas en fait un futur, ne voyaient pas en fait une matérialisation future de ces idées-là. Parce que c'est vrai que voilà, on est dans un environnement où la musique ou les médias ne sont pas vraiment les premiers métiers entre guillemets que les gens choisissent pour gagner leur vie, pour pouvoir faire carrière. Mais lui, il a pu s'accrocher à ça et ça ne fait que lui donner raison aujourd'hui qu'il ait réussi dans ce domaine-là.
En tout cas, c'est quelqu'un de très fou, mais c'est aussi quelqu'un de très sage parce que il est capable d'apporter des conseils sur plusieurs sujets. Et c'est quelqu'un aussi qui s'instruit beaucoup. Donc, ce qui fait qu'il n'y a vraiment pas de cassure. On peut passer d'un sujet à un autre. C'est quelqu'un aussi de très attentionné. Il n'a pas cessé de nous donner des conseils, de nous instruire, de nous partager en tout cas son expérience. Généralement, il ne donne pas des conseils, mais en tout cas, il partage son expérience et il te donne la possibilité de pouvoir choisir quelle est la démarche que tu peux entreprendre par rapport à une situation ou quelle est la solution que tu peux mettre en œuvre par rapport à un problème. Donc, je pense que c'est quelqu'un de très bien, c'est un modèle vraiment, c'est un frère que tout le monde rêverait d'avoir. Et en tout cas, aujourd'hui, je suis d'autant plus content du fait qu'aujourd'hui, ces affaires fonctionnent, qu'il puisse avoir le degré de notoriété et qu'il puisse surtout impacter. Parce que je suis conscient que son quotidien n'est pas facile, mais aujourd'hui, ce qu'il fait montre qu'avec beaucoup de volonté, de travail, d'abnégation, on peut arriver à atteindre les sommets. Donc, je pense que j'ai pu répondre à tes questions, Célio. Je suis sûr que Célio a sorti ça pour me faire pleurer. Voilà. Un message avec beaucoup d'émotion. Un message avec beaucoup d'émotion. Yann, beaucoup de choses. Yann, c'est mon petit frère. Yann aussi est passé par des moments très difficiles. Aujourd'hui, je suis d'autant plus fier que lui. Oui, il parle de quand la notoriété dépasse les limites congolaises. Je m'en suis rendu compte notamment par des gens comme lui, parce que lui, il étudiait au Sénégal. Et donc, au Sénégal, il y a beaucoup d'amis, beaucoup de ses amis sénégalais qui me connaissent. Parce que, effectivement, différemment de la télévision, chez nous qui est très locale, avec les médias, quand vous avez de l'audience, je crois qu'avec Complexe Image, on doit être à 70 000. Donc, on est un peu partout dans le monde. Il y en a qui sont en France, qui nous connaissent, il y en a qui sont un peu partout. Donc, voilà. Et moi, je suis d'autant plus fier de lui parce que lui aussi a passé des moments très difficiles. Aujourd'hui, il est dans l'une des plus grandes sociétés du monde, chez PwC. Et de là où il vient et ce qu'il est devenu aujourd'hui, voilà. Et si je peux lui apporter une quelconque aide en tant que grand frère, en termes, effectivement, je n'aime pas moi donner des conseils en disant tu dois faire ci ou tu dois faire ça. Je te partage mon expérience parce que Dieu merci, je suis passé par des moments très difficiles aussi, où je manquais 100 francs pour acheter du pain. Et donc, ces expériences font de telle sorte que tu puisses donner aussi de bons conseils. Voilà, enfin, pas des conseils, je te dis, voilà ce qui m'est arrivé, j'ai fait ça, il y a ça qu'on peut faire, il y a ça qu'on peut faire aussi, par rapport à ton expérience, je pense que tu as assez de sagesse pour choisir le bon chemin. Et voilà, donc je l'aime beaucoup, il le sait, et on était ensemble là, à Brazzaville récemment, parce que comme il est entre Kinshasa et Brazza, il marche sur le fleuve lui aussi, comme un autre. Donc voilà, je suis très content, je le remercie pour son message. Loïc Djembo, merci de nous avoir ouvert ton cœur. Ça a été un grand plaisir. Ouais. Et je te souhaite beaucoup plus de succès encore. Ouais. Et c'est tout le mal que je peux te souhaiter. Réussite. Ouais. Et on va voir la suite. Ça va et moi, j'aimerais te remercier d'autant plus que à Wenge, on parle du dernier fils ces jours-ci. Le premier fils pour moi, c'est Célio. Parce que c'est le premier. Enfin, je parle ici à Pointe-Noire. Et je te vois ce que tu es devenu aujourd'hui. Et j'ose croire qu'avec Vegas TV, tu vas arriver à des sommets et c'est tout le mal que moi aussi je te souhaite. Je pense que c'est le premier numéro d'Accord Ouvert. Oui. Moi aussi je vais te faire pleurer. Non mais je te souhaite tout le bonheur du monde, frangin, et j'espère que je sais très bien que ça va être une grosse opportunité. C'est déjà une grosse opportunité, et que de là s'ouvrira de très grandes portes. Merci en tout cas pour l'honneur. Merci beaucoup.